Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Madame Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, que je remercie d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors, créé en février 2025, le Haut Commissariat à l'enfance est sous la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, que nous avons auditionné le 4 juin dernier. Le Haut Commissariat a pour mission d'intervenir dans différents domaines de la politique de l'enfance, dans une logique interministérielle et plus particulièrement sur les thématiques suivantes: la petite enfance et le soutien à la parentalité, la protection de l'enfance et la lutte contre les violences faites aux enfants, la santé et la question de l'adoption. Vous avez esquissé votre feuille de route lors d'une audition à la Commission des affaires sociales du Sénat et dans un entretien au Parisien. Vous avez listé 3 priorités: lutter contre les politiques discriminant les enfants, faciliter l'adoption et réguler l'utilisation des écrans. Alors, je souhaiterais dans un premier temps revenir sur votre priorité concernant la lutte contre l'addiction aux écrans des plus jeunes, qui, nous le savons tous, perturbent leur santé, nuit à leur réussite scolaire. Le numérique peut créer différents troubles pour les enfants, troubles de l'apprentissage, augmentation de la violence, mais il peut aussi engendrer du cyberharcèlement, de l'isolement, tout ça entraînant une dégradation de la santé mentale. Notre délégation avait d'ailleurs mené une mission d'information sur l'éducation et le numérique en 2023, et actuellement nous en avons une sur la santé mentale des jeunes, dont le rapport de mes collègues Nathalie Colin-Sterlet et Anne Standbach-Ternoir nous sera rendu d'ici 15 jours. En 2018 a été actée l'interdiction des portables au sein de l'enceinte scolaire. Or, 7 ans après, cette interdiction n'est toujours pas complètement appliquée. Pour la rentrée 2024, presque 200 collèges sont portés volontaires pour mettre en place une pause numérique, à charge pour chaque établissement de définir les modalités pratiques. Du coup, j'allais vous demander, travaillez-vous avec l'Éducation nationale et puis donc les établissements pour généraliser cette expérimentation prévue à la rentrée 2025? Ce week-end, la ministre a été plus loin en annonçant une interdiction des écrans pour les moins de 3 ans, que nous saluons bien entendu. Mais comment cela va-t-il être mis en place quand on voit que la loi sur les violences éducatives ordinaires, qui avait été portée par ma collègue Maude Petit, n'est toujours pas appliquée alors qu'elle a été votée il y a plus de 6 ans? Concernant les plus grands, en 2023, notre Assemblée a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et en 2024, l'obligation du contrôle de l'âge d'accès pour les sites porno. Or, force est de constater que malgré tous les rapports, comme ceux de Génération Numérique, sur les effets délétères des accès aux porno ou aux réseaux sociaux, ces interdictions et obligations ne sont toujours pas respectées. Et donc, j'allais vous demander comment vous comptiez agir pour que ces choix forts faits par le Parlement deviennent une réalité. Bien entendu, vous me connaissez, je ne pouvais pas passer à côté d'un sujet très alarmant qui est celui de la protection de l'enfance. Ce sujet est pour notre part, ce qu'on a pu voir dans ces dernières années, trop vu comme une politique en silo, alors que ce devrait être un enjeu majeur que ce soit porté par tous les acteurs, j'allais dire, de manière coordonnée. Nous vous avons remis les recommandations formulées par la délégation aux droits des enfants suite au cycle d'audition concernant la protection de l'enfance. Et on le voit, cette politique est hautement interministérielle. Dès lors, dans cette logique, comment comptez-vous travailler avec les différents ministères et collectivités qui doivent assurer leurs compétences obligatoires en matière de protection de l'enfance? Enfin, dans votre fiche de route, vous avez la priorité de la question de l'adoption. Lors de votre audition au Sénat, vous avez fait mention de vos travaux en cours concernant l'adoption et la possibilité de formation aux familles adoptantes afin d'obtenir un agrément d'assistants familiaux pour accueillir plus tôt et plus vite les enfants. J'aimerais que vous éclaircissiez cette proposition, car pour moi, il vaudrait mieux passer par l'accueil durable bénévole que par le métier d'assistant familial, qui pour moi n'ont pas tout à fait les mêmes finalités. Aussi, j'aimerais comprendre comment vous souhaitiez voir ce métier d'assistant familial qui pourrait, sur l'agrément pour être adopté. Et puis, bien sûr, vous mentionnez également réfléchir à un élargissement des critères pour l'adoption. Pouvez-vous nous en dire plus ou en sont vos réflexions? Car nous avons légiféré sur ce sujet en 2022 pour que nous puissions voir ce qui manque par rapport à ce que nous avons légiféré. Alors, Madame l'autre commissaire, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif et pour répondre à mes premières interrogations. Puis, nous passerons aux échanges avec les collègues ici présents. Je vous remercie encore de votre présence et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les députés, Monsieur le député. Madame la Présidente, moi je suis très heureuse d'être aujourd'hui auditionnée par votre commission, d'autant plus que dès la nomination, nous avons pu effectivement avoir un échange extrêmement rapide et repartir aussi de l'ensemble des travaux qui sont extrêmement riches et de qualité de la délégation, pour le coup, des droits des enfants. Deux possibilités, Madame la Présidente, et vraiment à votre convenance. Soit je commence par les questions qui vous sont posées, soit par les propos liminaires et je complète par les... Bon, très bien. Alors du coup, la préparation de cette audition m'a amené, c'est vrai, à revenir sur d'abord les missions qui sont aujourd'hui les miennes en tant que haut commissaire à l'enfance, suite au décret effectivement de février 25.
Le Haut Commissariat à l'enfance répond exactement à ce que vous avez signifié comme faiblesse dans nos politiques de protection et de prévention, c'est-à-dire la force de l'interministérialité. Aujourd'hui, l'objectif de ce haut commissariat, c'était la volonté bien sûr du président de la République, comme il l'avait annoncé dès décembre, c'était de réussir à sortir des silos plus habituels d'un exercice de l'exécutif gouvernemental plus classique où on est avec une administration. L'objectif était de penser autrement ces politiques publiques et donc de coordonner en étant d'une certaine manière le garant que l'enfant était au cœur. Et du coup, il était au centre de ces réflexions. On considère l'enfant comme un élève parfois, comme un patient, comme un enfant au sens de filiation et de responsabilité parentale qu'on a vis-à-vis de lui. Et l'objectif du Haut Commissariat et ses travaux, c'est de réunir autour, en réalité, de cette réalité sociale, finalement, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient porteurs de politiques publiques au sens administration territoriale ou centrale, ou encore éducative. Et c'est pour cela que le Haut Commissariat, pour le coup, à l'enfance, a évidemment des priorités. Je ne reviendrai pas spécialement sur le décret, mais une des questions qui nous a très vite été posée, c'est de dire, mais qu'est-ce que l'enfant ? En fait, on est resté sur une définition extrêmement simple. C'est l'article 1er de la Convention relative aux droits des enfants de 89. Ça s'entend de la naissance à, finalement, la majorité. Ce qui veut dire, concrètement, qu'on traite autant des sujets de petite enfance, le fameux 0-3 ans, je pourrais y revenir, que les questions plus spécifique à l'adolescence, et on pense bien sûr au rapport de Hélène Roch et de Serge Effès sur également le soutien à la parentalité, mais aussi finalement à toutes ces étapes clés qui sont les apprentissages des compétences psychosociales, l'accompagnement de ceux qui accompagnent les enfants dans leur spécificité professionnelle, et donc on pourra y revenir sur la question de la protection de l'enfance, ou encore le soutien à la parentalité, qui aujourd'hui est un des outils, je pense, un des plus puissants en termes de prévention et d'accompagnement, pour le coup, des enfants eux-mêmes. Si je commence par le service public de la petite enfance, c'est la base d'une ambition est posée. Les compétences ont été votées grâce à la volonté du législateur. Et donc, depuis le 1er janvier de cette année, les collectivités ont cette responsabilité-là. La situation de la petite enfance est très tendue. On manque énormément de place et en même temps, on a une responsabilité énorme de monter en qualité et en compétences. Les difficultés, elles sont liées énormément à l'attractivité, pour le coup, des métiers, à l'attractivité des parcours. Des choses ont été lancées et ont été mises en place. Je pense en particulier à la VAE inversée, à l'accompagnement des formations, mais aussi une demande extrêmement forte des professionnels de la reconnaissance de leur spécificité en termes d'accompagnement aussi au soutien à la parentalité et de grandes politiques de prévention. C'est les travaux que nous menons évidemment avec la ministre Vautrin, qui porte plus largement la question de l'attractivité des métiers du prendre soin. Dans quelques semaines, il y aura également des aides qui vont être versées aux communes pour les accompagner dans cette montée en charge. On a vu des différences, des communes qui ont transféré la compétence et des communes qui, pour le coup, gardent un pilotage indirect. Nous travaillons également avec les fédérations à l'écriture de la prochaine COGE. On sait qu'elle est extrêmement attendue et donc se pose la question évidemment avec la CNAF d'espaces aujourd'hui d'expérimentation, de territoires pour le coup prioritaires et de la liberté du choix du mode d'accueil. Donc autant évidemment assistante maternelle ou accueil collectif. On observe aussi avec beaucoup d'intérêt une sorte de solution hybride qu'on voit se développer. Je pense aux crèches familiales, aux crèches scolaires, qui tissent un certain nombre du coup, de liens extrêmement féconds, très interministériels, puisque autant accueil, proximité et également une réponse par rapport à des besoins très territoriaux. Je pense aux territoires ruraux en particulier. Sur la question de l'adoption, puisque ça fait partie également, Madame la Présidente, de vos questions, j'ai reçu d'ailleurs le Conseil national de l'adoption et sa présidente, bien sûr, il y a quelques jours à peine, en séance plénière, donc toute la journée, où nous avons énormément, pour le coup, travaillé sur plusieurs sujets. La question du rapport sur les pratiques illégales de l'adoption internationale, ce qu'il faut en tirer, les nouveaux risques, parce qu'on voit de nouveaux risques monter, mais également la procédure de délaissement. Et là, pour le coup, sur la procédure de délaissement, votre délégation a énormément travaillé. La question
est moins une évolution législative qu'une meilleure pratique professionnelle. Et donc c'est là où le Haut Commissariat, dans son travail de coordination, est plutôt une sorte d'animateur des différents acteurs aujourd'hui autour de la question de l'adoption, trop longue pour certains. Le projet de l'enfant et l'intérêt de l'enfant est déjà au cœur, mais la question c'est comment on diffuse en réalité cette pratique. Les outils législatifs existent, maintenant il faut qu'ils soient de plus en plus utilisés et évidemment appropriés pour accélérer dans un certain nombre de cas et surtout la mise en œuvre aussi du fichier national des familles adoptantes. Un autre axe sur lequel d'ailleurs le Conseil national de l'adoption travaille, c'est l'idée des différents statut et pour le coup ça répond totalement, Madame la Présidente, à votre question sur l'accueil durable bénévole. En fait, plusieurs hypothèses existent et l'idée c'est pas d'en pousser une plus que l'autre. Le sujet de est-ce qu'une famille adoptante peut être une famille également assistante familiale, c'est possible, c'est des expérimentations qui ont déjà lieu, par exemple dans le département de la Meuse, c'est assez intéressant et ça a été plutôt une pratique locale. Maintenant, ça ne répond pas à tous les projets. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Et pour le coup, je suis très précautionneuse dans le sens où le fait de solliciter un certain nombre de familles adoptantes peut apporter un certain nombre de nouvelles envies, en tout cas très réelles, mais un accompagnement très spécial parce que le projet initial n'est pas celui-là. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Et vous m'aviez d'ailleurs très clairement alerté lors de notre échange antérieur. Par ailleurs, ça ne suffit pas. L'idée, c'est de regarder l'ensemble aujourd'hui des possibilités qui existent. L'accueil durable bénévole, vous l'avez cité, la question du tiers digne de confiance et de la sécurité affective dans la durée. Et donc, finalement, d'une certaine manière, de remuscler toutes les possibilités. On est encore une fois dans un exercice de pratique professionnelle et d'accompagnement. Je l'ai vu et j'ai pu d'ailleurs échanger, parce que c'est vraiment le rôle du Haut Commissariat au tribunal de Paris avec des professionnels lors d'un colloque sur la place, pour le coup, des enfants dans le parcours. Et l'idée, c'est comment on va mieux chercher, finalement, dans le temps du travail social, tous les tiers dignes de confiance autour de l'enfant et donc cette famille de cœur qui pose cette stabilité et qui permet d'une certaine manière d'enclencher aussi une désinstitutionnalisation quand elle est possible. Tout ça nous amène à nous appuyer sur les travaux, puisque aujourd'hui, la méthode du Haut Commissariat, c'est de s'appuyer sur les travaux et les expertises qui existent, que ce soit ceux de la délégation du droit des enfants, que ce soit pour le coup sur les groupes thématiques aujourd'hui du CNA ou du Conseil national également de l'accès aux origines, du CNPE, en réalité de toutes les instances du HCFEA. On a en réalité énormément d'expertise. L'enjeu, c'est plutôt de comment on coordonne, puisque chacun est plutôt rattaché à, en général, une administration ou à un ministère de manière plus forte. Quand on pense à la PJJ, on pense bien sûr au ministère de la Justice. Quand on pense aux associations de juges des enfants, c'est quand même plutôt la magistrature. Et donc l'idée, c'est de permettre que ces pratiques professionnelles se diffusent, puisque les outils législatifs, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ont bien avancé. Et je pense que vous faites également référence, pour le coup, à la loi Limon, qui facilite l'adoption simple qu'on connaît, qui est plutôt utilisé, c'est vrai, au moment de la majorité de l'enfant et moins durant sa vie. Et l'idée, c'est comment on peut aller plus simplement, peut-être faciliter cette adoption dans les pratiques, encore une fois, professionnelles. On est également énormément questionné sur l'accès et le droit aux origines, puisque deux parlementaires, en particulier la députée Bagné et la députée Poziref, ont fait état de la réflexion sur la place des fameux tests ADN qui aujourd'hui ne sont pas aujourd'hui autorisés, en tout cas en France, mais qui sont objectivement vendus au grand public. Seules les décisions de justice permettent l'utilisation d'un certain nombre de ces tests. Moi, j'ai demandé pour le coup au CNAOP et au CNA dans leur groupe partagé de regarder quelles sont ces nouvelles pratiques. Le Conseil national d'éthique avait déjà remis un certain nombre d'informations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations, pour le coup, d'enfants qui sont particulièrement nésosiques, qui demandent à mieux comprendre ou à questionner une loi qui a maintenant, bien sûr, 25 ans. Tout ça avec beaucoup, évidemment, de temps et de lucidité. Il n'y a pas de réponse parfaite. Par contre, le temps est venu, je pense, compte tenu de ces nouvelles réalités et de l'évolution législative aussi autour de nous, en tout cas en Europe, pour se reposer la question. Et d'ailleurs, je les ai saisis lors de ce Conseil national, de cette session plénière. Concernant les violences faites aux enfants, Madame la Présidente, et je sais que votre délégation y est extrêmement attachée et sensible, c'est une urgence permanente. On a de plus en plus d'alertes sur des violences faites aux enfants
plus petits, et quand je dis plus petits, c'est nourrissons, grâce à un certain nombre de remontées dans les UAPED en particulier. Sauf que je n'ai pas encore les moyens d'avoir des chiffres consolidés au niveau national. C'est pour ça que nous avons travaillé avec un groupe d'experts pour que soit diffusé dès la rentrée par l'ensemble des canaux que nous avons, donc justice, hospitalière, PMI, CRIP, un questionnaire permettant d'objectiver cette évolution et de spécifier ces violences, qu'elles soient sexuelles, intrafamiliales, institutionnelles, physiques, psychologiques, qui sont faites envers les enfants, et pour pouvoir savoir si cette alerte que nous avons de manière territoriale sur les plus petits est territorialisée, avérée, quelle en est l'ampleur également. Et c'est pour ça que ça ne peut se faire qu'en poursuivant, bien sûr, les travaux en termes de prévention. Quand j'en dis prévention, c'est encore une fois une histoire de pratique professionnelle et d'accompagnement des professionnels qui entourent l'enfant, la détection et le repérage des signaux faibles, mais également la capacité à mieux accueillir la parole des enfants. On entend encore trop dire que les enfants ne parlent pas. C'est faux. Les enfants, en fait, l'expriment. Ils ne le verbalisent pas, peut-être comme un adulte le ferait, et c'est à la limite normal. Mais comment on peut, à chaque âge, donner les clés aux adultes qui entourent l'enfant, quelle que soit en réalité leur relation à l'enfant, pour identifier et en tout cas alerter. Ce qui nous amène assez naturellement sur des enjeux qui sont structurels, pour le coup, c'est le déploiement des UAPED dans l'ensemble des juridictions. C'est un engagement que la ministre Vautrin a pris et déploie. Moi, j'en fais évidemment le suivi. Que ce soit également les structures qui aujourd'hui coordonnent le soin médical, psychologique, social et judiciaire. C'est également un enjeu sur la prise en charge globale de l'accompagnement du 119. Aujourd'hui, le 119 est la première plateforme. On sait qu'ils font face à des enjeux de transformation, pour le coup nécessaires. C'est le projet, pour le coup, du législateur avec le GIP France Enfance Protégée. C'est une véritable porte d'entrée. Une campagne d'information sur le numéro est bien sûr reconduite à la rentrée. Elle est prévue avant la fin de l'année. L'outil qui va être diffusé est travaillé avec le collège associatif du GIP France Enfance Protégée, parce que nous avons souhaité qu'il soit vraiment pensé et construit pour le coup avec eux. Et se pose l'évolution aussi des canaux. Aujourd'hui, on sait que il y a un taux d'attente qui est important, la question du rappel, l'identification des enfants plus tôt pour qu'ils soient prioritaires, mais aussi l'utilisation du chat. On sait que l'amplitude horaire n'est pas encore suffisante, et donc les travaux d'amélioration de ce dispositif sont en cours, et en particulier sur le pré-accueil, qui est vraiment un des enjeux absolument essentiels. Un projet de loi est en cours pour le coup de préparation, mais porté par la ministre Vautrin, qui évidemment le portera, avec un certain nombre de réponses aussi au rapport qui a été évidemment étudié de la commission d'enquête. Elle propose, mais je pense évidemment, nous avons travaillé son audition, donc elle l'a rappelé, mais la question de l'autorisation du cumul d'activités pour l'accueil familial qui doit être renforcé, le droit au répit, réinterroger les modalités d'indemnisation, y compris en cas d'accueil durable et bénévole, qui répond à un vrai besoin aujourd'hui, la reconnaissance du tiers digne de confiance. Voilà quelques exemples absolument essentiels, ce qui m'amène assez naturellement à répondre à la question, Madame la Présidente, sur l'ère du numérique et ses conséquences. Aujourd'hui, le soutien à la parentalité numérique est criant, touche toutes les classes sociales et touche sincèrement tous les territoires. On est en train de préparer et de finaliser le plan national de soutien à la parentalité, avec bien sûr les services de la DGCS, mais également avec un certain nombre de structures, pour le coup, associatives et interministérielles, puisque typiquement, c'est tout l'hybridité du Haut Commissariat à l'enfance. On a une politique de soutien à la parentalité universelle, mais on a aussi des besoins et des spécificités, soit du fait de la composition familiale, soit du fait des besoins des enfants simplement. Et donc, ce plan national de soutien à la parentalité a vocation à reposer, en tout cas face aux nouveaux défis, des repères, des soutiens, des espaces de dialogue avec les parents. On travaille, par exemple, avec typiquement l'école des parents, la question de la médiation, la question de ressources, et donc de la refondation aussi du site Je protège mon enfant, qui aujourd'hui est moins adapté aux nouveaux défis. Toujours sur le volet numérique, les écrans sont
de plus en plus présent dans la vie, pour le coup, de nos enfants. 70% des enfants de 8 à 10 ans sont déjà présents sur des réseaux sociaux, alors même qu'aujourd'hui, on dit que c'est présent sur les plateformes et que la volonté est d'appliquer la loi votée par le Parlement, la loi Marcangeli sur l'interdiction des réseaux sociaux à 15 ans. Au moment où on voit l'explosion du cyberharcèlement, vous l'avez rappelé, on connaît les conséquences, ils sont documentés, que ce soit sur aujourd'hui les addictions, les mécanismes d'algorithmes, on connaît les questions sur la santé, que ce soit la confiance en soi, l'obésité, la sédentarité, enfin, les troubles de l'apprentissage, sur la concentration, sur la construction de soi. Et donc face à ça, il y a à minima 2 types de réponses. L'éducation au numérique, absolument essentielle. Enfin, on peut pas s'en passer. Les travaux de la délégation sont pour le coup extrêmement étayés. Et des réponses qui sont diverses. Si je pars d'abord des plus petits, c'est-à-dire les 0-3 ans, et ce qui a été annoncé par la ministre Vautrin, va être publié par la ministre, le référentiel qualité sur les lieux d'accueil, et évidemment dedans, des fiches actions à l'image de vos propositions au sein de la délégation, qui posent évidemment l'interdiction des écrans dans ces espaces-là. Très sincèrement, dans la grande majorité des cas, il n'y en a pas, sauf que le fait de le poser dans ces référentiels permet de poser aussi une connaissance partagée, acquise dans la pratique professionnelle, et donc de poser des règles. L'élargissement de ce champ permet aussi d'accompagner les PMI dans leur process d'accompagnement plus large des structures d'accueil du jeune enfant. La question, pour le coup, toujours a été posée à un moment sur comment on continue à sensibiliser, au-delà de l'information mise dans le carnet de santé. Aujourd'hui, l'ensemble des parents n'ont pas tous les outils. Et donc, oui, pour poser les questions d'interdiction, mais ça ne marche que si, en fait, il y a l'accompagnement par ailleurs. L'accompagnement, c'est les alternatives. L'accompagnement, c'est de l'information. L'accompagnement, c'est aussi une cohérence avec, aujourd'hui, l'éducation nationale. Et c'est tous les travaux, puisque ça répond à votre question, que nous menons pour avoir une cohérence dans le message porté. Et donc, la ministre de l'Éducation nationale a saisi Isabelle Boris, donc l'inspection de l'Éducation nationale, pour un rapport sur les ENT, en particulier Pronote, permettant 2 choses. D'abord, permettre un droit à la déconnexion pour les parents et pour les enfants, avec par exemple le fait de ne plus avoir d'informations réactualisées entre 20h et 7h du matin. On commence à avoir des témoignages de parents, d'enfants anxieux. Enfin, c'est pas anodin sur l'histoire des notes, sur l'histoire des devoirs. Fermer également le week-end. L'idée est aussi de généraliser la pause numérique. La pause numérique, c'est pas de téléphone portable dans l'ensemble des collèges, en fonction bien sûr de la réalité et du choix du directeur de l'établissement. Et ça, c'est vraiment pour le temps scolaire, mais ça n'a de sens que si c'est partagé évidemment dans l'esprit de la continuité éducative, donc autant par le monde éducatif que le monde de l'éducation populaire, qui travaille déjà énormément sur l'accompagnement et l'éducation numérique. Sur l'interdiction des réseaux sociaux à 15 ans, et donc la mise en œuvre effective de la loi votée au sein de cette même Assemblée, les négociations européennes sont portées par la ministre Chapaz au niveau du Digital Service Act, donc la DSA. Il y a une coalition nouvelle avec l'arrivée de la présidence du Danemark. Plus de pays souhaitent aujourd'hui aller dans ce sens. Sincèrement, le rapport de force avec les plateformes est ferme, mais on les voit moins bien. Enfin, je les vois pas naturellement bouger dans ce sens, pour être très clair. Donc, soit c'est une décision européenne, soit ça devra être, pour le coup, porté par la France. Un point peut-être plus positif, c'est qu'on a, grâce aux travaux de ces dernières années et des différents ministres du numérique qui se sont succédés, je pense bien sûr à Jean-Noël Barrot puis à Marina Ferrari, on a réussi à stabiliser l'outil permettant le contrôle de l'identité et de l'âge. Et donc finalement, ce point qui était une sorte d'arlésienne disant ce n'est pas possible de faire, aujourd'hui, grâce à l'ARCOM, grâce à des structures comme DocaPost avec 18 Connect, eh ben, on a des outils qui permettent de dire l'âge, c'est possible, c'est pas possible. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons vu le départ d'un certain nombre de plateformes qui diffusent du porno, de la pornographie, pour le coup en France, ne voulant pas mettre ces outils, alors même que ça respecte totalement les règles de la CNIL et des données. Je suis trop longue. Non, ça va.
Je finis juste, pour le coup, pour répondre dans le sens de vos questions. Et donc, ce point technique a été levé. Et comme ce point technique a été levé, et il y a un projet de mini-wallet européen. Mini-wallet, c'est plusieurs outils permettant à chacun de choisir le facial, l'identité. Enfin, après, chacun sera libre, mais on a les outils. Donc, on ne peut plus dire on ne peut pas le faire. Et toujours dans les travaux qui sont menés, la question de la place de l'enfant dans l'espace public fait partie des engagements pleins, évidemment, du Haut-Commissariat pour, du coup, le respect des droits des enfants, la place des enfants dans notre débat public. Et c'est pour cela qu'on suit avec énormément d'intérêt également les travaux de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui s'ouvre dès ce week-end au sein du CESE, avec la présence d'un collège d'enfants qui accompagne pour la deuxième fois les travaux du CESE et une territorialisation de ces auditions. Évidemment, j'ai encore plein de choses à partager, mais je pense que lors des questions, Madame la Présidente, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui un énorme besoin, il a été souligné sur la pluridisciplinarité professionnelle autour de l'enfant qui est nécessaire, et de l'autre côté, une interministérialité qui doit être effective. Nous avons des politiques de soutien ou de réponse ou curatives ou de prévention par silo, et donc par typologie d'administration. L'objectif et la mission qui est la mienne, c'est de mettre l'enfant au cœur et de réussir à faire venir finalement autour de la table l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais c'est pour essayer que mes collègues puissent vous interroger. Donc, on a déjà une prise de parole par groupe et après, on verra pour ceux qui restent. Donc, pour commencer, on a Madame Caroline Parmentier. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Haut-Commissaire, je m'interroge sur votre capacité à prendre à bras le corps la situation de l'enfance en France qui est dans un état catastrophique. Comme toutes les auditions de notre récente mission parlementaire sur la pauvreté infantile que nous avons menée avec ma collègue Béatrice Piron l'ont souligné. Toutes l'ont souligné. Nous n'avons ni ministre, ni secrétaire d'État dédié à la cause et à la protection de l'enfance. Cette carence gouvernementale est d'autant plus criante que se multiplient les drames et les scandales comme ceux de l'ASE, celui des crèches ou encore celui de la pauvreté infantile et combien d'autres défaillances graves. Emmanuel Macron vous a nommé à ce poste après votre défaite aux législatives, mais vous annoncez déjà que vous vous lancez dans la campagne des municipales pour la mairie de Nantes. Énorme métropole, énorme campagne, élection dans quelques mois. Madame la Haut-Commissaire, compte tenu de l'urgence, pensez-vous que les enfants peuvent attendre? Quel chantier allez-vous sérieusement mettre en place en si peu de temps? Et du coup, c'est quoi la suite? Vous abandonnez la mission si vous êtes élu maire, mais vous la gardez si vous êtes battu? Comment croire à votre investissement total alors que la politique de l'enfance traverse une crise sans précédent? Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme il doit s'absenter, je vais passer la parole à Monsieur Arnaud Bonnet. Merci Madame la Présidente, Madame la Haut-Commissaire, chers collègues. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était lors de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, et vous reveniez sur votre action en tant qu'ex-ministre. On a un besoin indispensable d'avoir une politique volontariste pour mettre les besoins des enfants au centre de notre société et que ce soit accompagné de moyens conséquents. Je vous ai écouté avec attention, je m'excuse d'avance parce qu'il va falloir que je parte, les joies de notre Assemblée nationale. Dans les propositions que vous avez données en introduction, finalement, il n'y a rien contre quoi je pourrais aller. Enfin, je ne vois pas, ça va dans le bon sens. Mais pour moi, malgré tout, je reste sceptique. Je reste sceptique pourquoi ? Parce que pour moi, il faut une mobilisation de l'ensemble de notre société. Et dans votre déroulé, je n'entends pas cela. C'est un préalable, en fait, pour moi. Il faut que l'ensemble de notre société s'empare de la situation de l'enfant dans notre pays. Il y a une cécité volontaire collective contre aux violences qui sont faites sur les enfants. Et on le retrouve dans l'aide sociale à l'enfance, on le retrouve dans l'éducation nationale, on le retrouve dans tous les domaines, finalement, où on a des enfants dans notre pays. Et donc, ça nécessite, au-delà d'annonces auxquelles on pourra adhérer, de moyens, et de moyens réels, parce que c'est une priorité. On ne peut pas avoir un avenir au niveau de notre société, un avenir souhaitable et désirable, si nous n'entendons pas bien davantage les enfants dans notre société. Et pour moi, c'est le préalable à finalement tout ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est que notre société dans son ensemble s'en empare. Et là, on a besoin d'une action collective, tous ensemble, et une action très forte
d'un gouvernement en place dans cette direction. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues. Je souhaitais vous interroger et vous poser 3 questions. La première, c'est depuis plusieurs mois, de nombreux parents alertent sur l'existence de publications sur des plateformes et médias en ligne relayant des propos péjoratifs sur certains prénoms, en particulier Manon, Lola. Grâce à la mobilisation de plusieurs parents et d'élus, plusieurs sites ont retiré les publications concernées, mais il en demeure certains d'entre eux qui résistent à l'enlèvement de ces diffusions. Et pour les enfants porteurs de ces prénoms, la lecture de ces contenus négatifs peut générer un mal-être et les exposer au harcèlement scolaire. Quelles sont les mesures que vous avez prises ou vous pourriez prendre dans le domaine? La deuxième question concerne les MNA. La situation demeure inquiétante, à en croire l'avis que vient de rendre sur le sujet la Commission consultative des droits de l'homme. Les MNA représentent 15 à 20% des jeunes pris en charge par l'ASE, pourtant ne disposent pas de données statistiques fiables permettant de les recenser, ce qui complexifie leur prise en charge. C'est la raison pour laquelle la CNCDH propose de créer un outil qui permettrait d'améliorer leur recensement ou encore d'appliquer la présomption de minorité qui pourrait en bénéficier au même titre que les demandeurs d'asile et conformément au droit international. Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur le sujet? La dernière question, attirer votre attention sur la santé mentale des jeunes placés à l'ASE. Suite au rapport que nous avons fait avec Sandrine Rousseau, près de 40% d'entre eux n'ont jamais bénéficié d'un suivi psychologique. Ils souffrent d'un risque accru de troubles psychiques. Leur accès aux soins est insuffisant. Il est essentiel de repenser l'accompagnement de ces jeunes. Ça passe par une meilleure formation des professionnels, un accès réel, un soutien psychologique et la création de liens stables et sécurisants dans leur parcours. Aujourd'hui, on met des référents un peu partout sur les secteurs, mais qui travaillent tous en silo. Et on ne installe pas notamment d'infirmières scolaires qui pourraient être au départ du repérage et du diagnostic et de l'orientation vers la bonne personne. Pouvez-vous nous dire ce que vous souhaitez faire dans le domaine? Je vous remercie. Merci. Madame Hamdan. Merci. Madame la Présidente, Madame la Haut-Commissaire, depuis votre nomination, vous avez choisi de faire de la lutte contre la tendance No Kids et de la régulation des écrans et des réseaux sociaux les priorités de votre action. Alors, ces sujets sont importants, je vous le concède. Pour autant, pendant ce temps, des millions d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance à République dorment à la rue, sont ballottés de foyers en hôtel social ou subissent des placements maltraitants dans des structures sous-dotées, parfois même non autorisées. 400 000 enfants sont en danger aujourd'hui, comme le rappelle le collectif des associations. La France ne respecte plus les engagements qu'elle a pris en ratifiant la Convention internationale des droits de l'enfant. Pire encore, elle ne respecte pas non plus ses propres lois. La loi Taquet est massivement inappliquée sur le terrain, faute de moyens, de volonté politique ou de contrôle. La défenseure des droits, Claire Hédon, l'a souligné dans sa décision 4 de 2024. Les droits fondamentaux des enfants protégés confiés à la République sont régulièrement violés. Et la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances de la protection de l'enfance a dressé un constat accablant. Manque de pilotage national, rupture de parcours, recours abusif au placement à l'hôtel, absence de contrôle, abandon de jeunes majeurs à la sortie des dispositifs. Alors, Madame la Haut-Commissaire, face à une telle accumulation de constats, d'alertes et de lois restées lettres mortes, ne craignez-vous pas que votre action donne l'image d'une politique de l'enfance symbolique, médiatique, mais déconnectée vraiment de l'urgence vécue par les enfants les plus vulnérables? Et c'est une professionnelle de la protection de l'enfance qui vous dit ça, plus de 40 ans de service. Quand allez-vous faire de leur protection réelle une priorité politique à la hauteur des promesses de la République et de nos engagements internationaux? Merci beaucoup pour venir ce premier tour, Madame Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente, Madame la Haute-Commissaire, merci pour votre présence devant nous aujourd'hui, nous l'attendions.
Dans le cadre de la mission d'information sur la pauvreté infantile que j'ai conduite avec ma collègue Caroline Parmentier, nous avons constaté des difficultés réelles et je m'évoquerai aujourd'hui les délais d'inscription et d'affectation scolaire anormalement longs, en particulier pour les enfants hébergés en centre d'hébergement d'urgence ou vivant dans des habitats précaires. Ces enfants ont pourtant un droit plein et entier à l'instruction, garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant et par notre Constitution. Mais dans la pratique, ce droit est trop souvent entravé. Même lorsque les familles parviennent à faire enregistrer une demande d'inscription en mairie, ce qui est déjà parfois un parcours du combattant, l'affectation dans une école peut prendre plusieurs mois. Pendant ce temps, l'enfant reste sans solution scolaire. Ma première question concerne donc le contrôle et l'effectivité de la scolarisation. Quel levier comptez-vous mobiliser pour garantir que l'inscription scolaire soit non seulement acceptée, mais aussi effective dans des délais courts, raisonnables ? Avez-vous prévu des actions pour accompagner ou inciter les collectivités à respecter leurs obligations dans ce domaine, ainsi que contrôler mieux l'exhaustivité de l'instruction pour tous les enfants ? D'autre part, dans le cadre de mes travaux au sein du groupe d'études illettrisme et électronisme, je prévois de me rendre à Mayotte en septembre prochain afin de mieux comprendre les réalités locales et les défis spécifiques auxquels les enfants sont confrontés dans ce département. À cet égard, je tiens à exprimer ma vive inquiétude concernant la scolarisation des enfants à Mayotte. La situation est dramatique. Environ 5000 enfants, selon Ouest France ou Le Figaro, seraient actuellement privés d'école plusieurs mois après le passage du cyclone Bellal, puis de la tempête Chido. Ces chiffres ne font qu'aggraver une situation qui, déjà, avant ces événements climatiques, était extrêmement préoccupante. Cela n'évoque même pas donc les dizaines de milliers d'enfants scolarisés à mi-temps ou à tiers-temps. Or, le droit à l'éducation est un droit fondamental de l'enfant, je répète, quel que soit son statut administratif, son origine ou son lieu de vie. Ma question sur ce sujet sera donc double, Madame la Haute-Commissaire. Vous êtes-vous rendue à Mayotte récemment ou prévoyez-vous de le faire ? Pensez-vous intervenir pour garantir à ces milliers d'enfants l'accès à une scolarité effective de qualité ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre et après nous aurons 4 questions supplémentaires. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, beaucoup de questions sur beaucoup de sujets très complets. Madame la députée Parmentier, votre question, elle porte en elle et en son cœur la polémique. Je suis une élue locale, je l'ai toujours été. Et pour le coup, ma mission aux côtés des enfants, elle est toute la journée, toute la semaine et tous les jours. Et je vous mets au défi, Madame la députée, de trouver à quel moment je n'ai pas été au rendez-vous des engagements et de la feuille de route qui est la mienne. Donc à partir de là, Madame la députée, si vous avez pour le coup des éléments factuels, je vous invite à en faire part. Mais si la question systématique, c'est celle-là, moi je tiens mon mandat d'élu local comme je l'ai toujours été, et ma mission auprès des enfants, elle est pleine et entière. Madame la députée, je suis haut-commissaire à l'enfance aujourd'hui et ma mission, elle est dans la mise en œuvre au quotidien de la coordination des politiques de l'enfance. Donc à partir de là, je veux bien vous poser la question 10 fois. Aujourd'hui, ma mission, elle est très claire et je n'ai vu à aucun endroit et à aucun moment ce que vous signifiez. Aujourd'hui, je suis conseillère municipale, mais je suis surtout haut-commissaire à l'enfance. Monsieur le député Bonnet, vous avez effectivement appelé à une action collective et vous avez raison, monsieur le député. Parce qu'aujourd'hui, une des difficultés que nous avons, et elle est réelle, c'est l'accompagnement de toutes les personnes qui sont autour en fait, des enfants. C'est les familles, c'est les employeurs en soutien à la parentalité, c'est la puissance publique, c'est les départements dans les politiques qui leur incombent, c'est les collectivités territoriales dans les politiques, pour le coup, et les compétences qui leur incombent. Et moi, ma mission, monsieur le député, c'est effectivement d'essayer de réunir tout ce monde-là et de rappeler à chacun ses responsabilités et ses missions. Et donc, finalement, eh bien, oui, de venir soit provoquer les contrôles nécessaires, soit d'avoir les éléments d'évaluation permettant de dire là, on n'est pas au rendez-vous, soit d'aller faire le suivi effectif de la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements qui sont pris, puisque ça répond également à la question de la loi Taquet et de son exécution. Mais pour le coup, j'y arriverai. Et il y a peut-être un sujet, puisque vous dites il faut être extrêmement volontariste. Bien sûr qu'il faut être volontariste. Et volontariste à tout âge. Volontariste sur les plus petits avec la périnatalité. Et aujourd'hui, on connaît les urgences au sein de la santé des enfants, de la santé scolaire, de la santé de ville et de la santé libérale, l'accompagnement éducatif. Et je veux dire, toutes les questions aujourd'hui, pour le coup, se complètent. Cette mobilisation, c'est une prise de conscience générale. Et je pense
au moins au point où on en est, tout le monde a cette conscience. Maintenant, c'est comment chacun prend pleinement sa place et sa part. Et moi, ma mission, celle que j'ai au quotidien aujourd'hui, c'est de faire que l'ensemble des politiques publiques portées par des administrations soient au rendez-vous de cette urgence dans la mise en œuvre effective des engagements qui sont pris. Et pour le coup, grâce en plus au soutien de la ministre Vautrin sur l'ensemble des champs qui sont les siens, eh bien, la mobilisation, elle est pour le coup assez forte. D'ailleurs, grâce à une volonté extrêmement massive, un comité interministériel sera organisé sur l'enfance, permettant à chaque politique publique portée d'être évaluée, d'avoir des indicateurs et un comité de suivi, qui est l'illustration claire, pour le coup, de la mobilisation, en tout cas de l'ensemble des instances, grâce à la création du Haut-Commissariat à l'enfance. Madame la députée Dubié-Chira, sur la question des risques, pour le coup, puisqu'on l'a vu, de l'alerte remontée sur le harcèlement en fonction des noms, un certain nombre de signalements ont été faits, et pour le coup, on suit la tendance, parce qu'effectivement, ça se retrouve dans les cours d'école, et c'est plutôt inquiétant, c'est une remontée qui a été faite. Concernant, vous l'avez dit, Madame la députée, les mineurs, les MNA, pour le coup, il n'y a pas de recensement effectif, en fait. Par contre, on a des remontées territoriales qui sont non consolidées. La position de la France a toujours été la même, c'est on accueille pour les enfants parce que ce sont des enfants, quelle que soit leur situation. Et je pense qu'il est précieux de le rappeler. On ne fait pas de différence entre les enfants. On leur doit la protection et la protection la plus complète. Ça, c'est absolument essentiel. Sur la question de la santé mentale, la mise en œuvre, et pour le coup j'y serai extrêmement vigilante, la mise en œuvre de santé protégée qui doit être généralisée, doit être au rendez-vous. Santé protégée Pégase, qui a été expérimentée dans 6 départements et qui a fonctionné. Pourquoi ? Parce que ça vient répondre à la deuxième question qui est la vôtre sur la question de la coordination. Coordination absolument essentielle, coordination des praticiens, puisque cette coordination permet d'embarquer la question et la place des infirmières scolaires, qui est aujourd'hui une réflexion qui est menée par l'éducation nationale avec, pour le coup, les PMI et les lieux où on a pu expérimenter santé protégée, la saisine et parce qu'on a aussi une lutte du recours, la lutte contre le non-recours qui est absolument essentielle, mais à compléter par une réalité de présence médicale qui est inégale quand même sur les territoires. Et on peut pas nier cette difficulté-là, d'où le rôle du coordinateur qui doit rester une fonction financée au sein de Santé Protégée, parce que c'est bien le coordinateur de Santé Protégée qui permet d'aller chercher soit de l'accord libéral, soit du partenariat avec d'autres structures. Madame la députée, vous m'avez parlé de la protection... c'est Madame la députée Haddad, je crois. Amdad, pardon. Mon M était mal écrit. Vous avez parlé des enfants qui sont aujourd'hui dans la protection de l'enfance et donc au sein de l'aide sociale à l'enfance. Plus de 380 000 enfants aujourd'hui, une partie en structure, une partie au sein des assistants familiaux et une partie, bien sûr, au sein encore de leur domicile et accompagnés à leur domicile. Madame la députée, l'urgence, elle est là. Je pense que tout le monde la partage. Le rapport de la commission d'enquête est extrêmement clair. Les travaux de votre délégation sont extrêmement clairs. Moi, j'ai travaillé avec, évidemment, la rapporteure et la présidente. J'ai évidemment étudié les préconisations. C'est difficile de dire que les 400 000 enfants ne vont pas bien. Il y a des situations qui sont dramatiques. Et pour le coup, les défaillances, elles ont été réelles. Pour la première fois, on parle de défaillances en plus institutionnelles et pour le coup structurelles. C'est la première fois que c'est nommé comme ça, pour le coup. Et il faut le dire. Mais on peut pas dire que tout le monde va pas bien. Il y a des enfants qui sont accueillis chez des assistants familiaux où ça va bien. Maintenant, c'est l'organisation institutionnelle qui est questionnée et qui est pour le coup rebousculée. Discussion d'abord financière, parce que les choses, faut les prendre aussi dans un ordre certain. Discussion financière portée par la ministre Vautrin avec l'ADF et donc avec les départements qui ont pour le coup la compétence, et en parallèle une politique de prévention extrêmement pour le coup ambitieuse, puisque c'est l'amont et l'aval. L'amont, c'est la question du soutien à la parentalité et de l'accompagnement pour le coup des familles, la question du répit, la question de la détection, la question qui est posée aujourd'hui même de lutte contre la pauvreté infantile qui est absolument nécessaire, la lutte contre les violences, l'accueil de ces signalements, et donc ça, c'est toute la politique de prévention qui est plus universelle et qui permet en réalité
finalement éviter d'avoir des drames d'une certaine manière. Et au sein aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, l'engagement de la ministre est extrêmement clair. Et je crois qu'une de vos collègues l'a dit d'ailleurs durant cette audition. Je crois que c'est la députée Santiago. Elle a bien dit à la ministre Vautrin, on voit que vous avez pris en main le sujet. C'est la ministre, pour le coup, qui est en charge. Elle en est. Et moi, je suis au soutien de l'action quotidienne, pour le coup, de la ministre Vautrin sur la protection de l'enfance, en priorité sur les questions de prévention et également sur la question, pour le coup, dans un second temps, de mise en œuvre de la loi Taquet que vous avez signifiée. Dans cette loi Taquet, il y a la question du tiers digne de confiance, qu'on a vocation à saisir ou pas. Aujourd'hui, c'est toute la pratique professionnelle qu'on essaye de remobiliser avec les travailleurs sociaux, avec les juges. Mais les travailleurs sociaux, comme dans la petite enfance et dans la protection de l'enfance, aujourd'hui, sont dans une situation de difficulté, pour le coup, extrêmement importante, soit parce qu'il y a des difficultés de recrutement et de rémunération et de parcours, de conditions de travail, on peut le dire, parfois, et c'est très clairement, pour le coup, vu et au quotidien, de difficultés de coordination, parce qu'une pluridisciplinarité n'est pas au rendez-vous. Et je vais être extrêmement claire, parce que vous avez signifié un certain nombre de défaillances. À chaque fois que nous avons connaissance, que moi j'ai connaissance, ou que vraiment vous avez connaissance de défaillances, je l'ai dit, je le répète systématiquement, il faut faire des articles 40, en particulier sur la question... Mais oui, mais pour le coup, c'est... pour le coup, systématiquement saisir, parce que la question du décret sur les hôtels était très claire, et pour le coup, parce que pour le coup, Madame la députée, je remets absolument pas en question ce que vous dites, parce que ça existe encore, il faut continuer à faire contrôler, et le contrôle aujourd'hui, il est sous l'autorité du préfet, donc il faut alerter, et en tout cas enclencher des procédures judiciaires. Le décret, il est extrêmement clair, et d'ailleurs, je l'ai dit, et je pense qu'il faut continuer à l'améliorer, ce décret porte une faiblesse, en tout cas une fragilité, sur la question de l'encadrant. Quand on a sorti le décret, la question de l'encadrant n'était pas suffisamment forte, et donc il est nécessaire, à mes yeux, de la renforcer. Concernant, Madame la députée, vous l'avez dit, sur les mobilisations, vous avez dit que je peux avoir sur le No Kids ou sur la décoration. Bien sûr que les écrans est un drame. Et je pense que la question aujourd'hui d'interdire aux enfants l'accès à certains établissements, c'est dramatique. Et ça fait partie de la défense du droit des enfants dans l'espace public. Et en fait, tenir aujourd'hui des travaux sur la prévention, la protection de l'enfance, n'interdit pas, ne conditionne pas d'autres engagements. Ils sont totalement, pour le coup, complémentaires. Et c'est pour ça qu'en 3 mois, Madame la députée, typiquement, nous avons, en tout cas, j'ai fait plus de 140 rendez-vous, autant sur la protection de l'enfance. J'ai accueilli les anciens de l'aide sociale à l'enfance, travaillé avec des départements, travaillé sur la question de la prévention, mais aussi engagé des procédures sur la préservation du droit des enfants dans l'espace public, en travaillant entre autres avec l'UNICEF et avec le défenseur des droits des enfants, Éric Delbar, et la défenseur des droits, bien sûr. Pourquoi ? Parce que ce sont l'ensemble des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, dont la voix doit être portée. Et donc c'est totalement, pour le coup, en tout cas à mes yeux, complémentaire et porté. Et donc c'est pas l'un ou l'autre ou l'un sans l'autre. Bien au contraire, Madame la députée. Madame la députée Piron, vous m'avez posé la question sur l'affectation scolaire. Sur l'affectation scolaire, la question des inscriptions et la question aussi, pour le coup, des réalités locales. Là, pour le coup, la saisine pourra être faite du ministre Rebsamen en relation avec les parlements et surtout de la ministre de l'Éducation nationale. Je vois bien à quoi vous faites référence, mais ce serait excessif de ma part de vous dire qu'une saisine a déjà été faite pour le coup, par moi-même ou par mes services, mais je prends pour le coup le point d'alerte. Vous m'avez également posé la question sur Mayotte. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Mayotte. Par contre, nous avons fait effectivement un travail spécifique avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, ainsi que ses équipes, et un conseiller en particulier, Thomas Collin, qui est en charge de la question des enfants et de la cohésion sociale sur les territoires. D'ailleurs, la priorité qui a été donnée par le ministre Valls sur les enfants amène à renforcer les équipes du Haut-Commissariat par la présence d'un représentant du ministère des Outre-mer, parce que les violences faites aux enfants, en particulier dans les Outre-mer, ou encore la question de la scolarité, ou encore l'accès aux soins, ce sont des spécificités qui sont aggravées territorialement dans un certain nombre de territoires. Et pour le coup, la priorité a été donnée. Moi, j'ai eu un échange
extrêmement, sincèrement, moi j'ai vu extrêmement engageant de la part du ministre des Outre-mer dans sa volonté de se saisir très largement de la priorité des enfants. Et je crois, Madame la Présidente, que dans la première question, je pense que vous avez répondu à tout le monde. Je vais laisser la parole à Madame Lenebourg. Merci Madame la Présidente. Madame la Haute Commissaire, en tant que ministre, vous avez porté avec conviction la prévention des violences et je tiens à saluer votre soutien au programme Lanterne. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le programme Lanterne, initié par l'association Alexis Danan, est une formation destinée aux professionnels de la petite enfance, tels que les éducateurs, les auxiliaires de puériculture, mais aussi celle des gendarmes. Son objectif principal est la prévention des violences sexuelles en favorisant les relations égalitaires dès le plus jeune âge. En 2 ans, ce sont de nombreux gendarmes qui ont bénéficié de cette formation et 5400 enfants en Ille-et-Vilaine, dans mon département, qui ont pu en tirer profit grâce au soutien de votre ministère. Malgré la dissolution, vous avez tenu à honorer les engagements pris sous votre mandat et je vous en remercie. Aujourd'hui, des milliers d'enfants dès la maternelle peuvent bénéficier de ce dispositif essentiel pour leur sécurité. Cependant, le chemin reste encore bien long et de nombreux enfants ne bénéficient pas encore de ce programme sur l'ensemble du territoire. Madame la Haute-Commissaire, comment envisagez-vous de prolonger et d'élargir ce programme pour garantir que tous les enfants, où qu'ils se trouvent, puissent en bénéficier? Merci. Je passe la parole à Madame Marianne Maximi pour le groupe LFI. Merci Madame la Présidente. Madame la Haute Commissaire, vous disiez tout à l'heure que sur les 400 000, effectivement, certains vont bien. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'une enfant placée a été assassinée par sa famille d'accueil dans notre pays? Êtes-vous au courant, Madame? Je le demande parce que depuis ce drame, je ne vous ai pas entendu parler d'elle, pas une seule fois, ni prononcer son nom. Elle s'appelait Aiden, elle avait 7 ans. Et elle est morte dans des conditions d'une violence inouïe, en état de dénutrition très avancé, le corps couvert de coups et une partie de son oreille manquante. Je suis désolée de parler crûment, mais c'est la situation de cette petite fille. Madame, expliquez-moi dans quelle société vivons-nous pour que la haute commissaire à l'enfance que vous êtes n'ait pas un mot quand une enfant placée se fait massacrer dans notre pays. Expliquez-moi dans quelle société nous vivons pour que Madame la ministre Vautrin, en charge également de l'enfance, n'ait pas non plus un seul mot pour cet enfant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en suivant vos comptes Twitter, on a pu apprendre que le PSG avait gagné. Mais pas qu'une enfant placée, sous notre responsabilité, était décédée sous les coups de sa famille d'accueil. Et je suis extrêmement en colère. Extrêmement en colère parce que ce n'est pas la première fois. Et si ça avait été, par exemple, si vous aviez été ministre de l'Intérieur et qu'un policier avait été tué, vous seriez allé directement sur place. Si ça avait été un garde des Sceaux qui serait rendu, évidemment, si un magistrat avait été assassiné. Pourquoi il n'y a pas de réaction publique ? Pourquoi la haute commissaire à l'enfance ne dit rien là-dessus? Alors vous nous parliez d'engagement complémentaire. Et moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que le mouvement No Kids est dangereux pour nos sociétés. Mais moi, je ne vois pas d'engagement complémentaire dans vos prises de parole. Je ne vous vois pas réagir. Cet enfant ne valait pas la peine de la prise de parole de la haute commissaire à l'enfance? L'urgence aujourd'hui, effectivement, c'est de protéger les enfants qui sont en danger. Et les plus vulnérables, c'est ceux de la protection de l'enfance. Ça fait 3 ans que je suis députée, 3 ans que j'entends les mêmes discours, que j'entends les mêmes constats, que j'entends les mêmes responsables politiques nous dire on va agir, on va agir, on va agir. Vous n'agissez pas, vous ne faites rien. Pendant ce temps-là, des enfants meurent. Des enfants meurent qui sont placés sous notre surveillance, sous notre protection. Il y a des enfants qui patientent parce qu'ils n'ont pas de placement et qui meurent aussi parce qu'ils patientent et qu'ils n'ont pas de placement. Je suis en colère, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois qu'on a cet échange, mais en tout cas, je trouve ça insupportable. Insupportable pour cette petite fille, mais pour tous les autres qui, de notre inaction, sont encore en danger. Je vais passer maintenant la parole à Madame Ozen pour le groupe écologiste. Oui, donc j'ai une question. J'ai un peu la même colère, forcément. Et puis, en tant que députée, on ne peut pas héberger tous ces enfants qui sont à la rue. Donc c'est un gros souci, en fait. Donc voilà 4 mois, Madame El Haïry, que vous êtes nommée haut commissaire à l'enfance. Or, à ce jour, vous n'avez pris encore aucune mesure ni fait aucune annonce en faveur de la protection de l'enfance concernant l'ASE. Vous pouviez pourtant vous appuyer sur les recommandations du rapport de notre commission d'enquête où nous avons tous participé ici. Et comme vous le savez, les jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance sont particulièrement vulnérables et bien exposés à des risques de précarité et bien plus que le reste de la population.
Il y a 6 mois, lors de votre audition par cette commission d'enquête, vous avez affirmé que vous étiez convaincu de la capacité des jeunes ayant réussi à s'en sortir à servir de modèle ou à donner de l'espoir aux autres. Or, 16% des jeunes issus de l'ASE connaissent des situations de sans-abrisme et seul 1% accèdent à l'enseignement supérieur, contre 53% pour le reste de la population. Face à ces chiffres édifiants et alarmants, j'ose espérer que vous aurez la décence de convenir avec nous que, pour ces jeunes issus de l'ASE, fragilisés et précarisés, par des parcours difficiles, il ne leur suffit pas de bien vouloir s'en sortir pour y parvenir, malheureusement. Donc, il est de notre responsabilité, de la responsabilité de l'État, de les accompagner au plus près. Donc, Madame le Haut-Commissaire à l'enfance, quels freins avez-vous identifiés à la mise en œuvre de l'accompagnement des jeunes issus de l'ASE et quelles solutions allez-vous mettre en place pour y remédier? Je vous remercie. La dernière question sera pour Madame Sophie Metz du groupe Modem, sauf si j'ai oublié quelqu'un qui ne s'est pas signalé. Merci Madame la Présidente. Bon, ma question sera bien plus courte. Madame la Haute-Commissaire, vous êtes en place depuis 4 mois. Quels sont les moyens humains que vous avez avec vous pour arriver à mener à bien cette mission qui est essentielle et très importante, et les moyens financiers que vous avez à votre main? Merci. Donc, je vous laisse la parole pour répondre à ces questions. Merci. Merci Madame la Présidente. Pour commencer, moi je pense que effectivement le déploiement général de la politique de prévention va être absolument essentiel, et en réalité la discussion et le débat va être pendant le PLFSS. Donc plus les moyens permettront de doter la généralisation, plus le soutien en tout cas du Haut-Commissariat sera franc et massif, pour une raison toute simple, il a fait ses preuves. Et donc, je pense qu'au moment où ça a fait ses preuves, ça a été expérimenté, sa généralisation permet effectivement d'éviter un certain nombre de drames. Et je crois en l'ambition des équipes, puisque j'ai vu, enfin pour le coup, de mes propres yeux, et dans la durée, la solidité et la robustesse, en réalité, pour le coup, du programme, au moment où on a de plus en plus de prise de conscience dans le débat public de ces violences, et donc on en parle plus. Et il faut permettre de repérer et d'accompagner. Et donc, ça passe par, pour le coup, la généralisation. Madame Maximi, pour le coup, j'entends la colère dans vos propos. J'entends que les communications qui sont faites sur mon réseau, pour le coup, social, ne vous plaisent pas ou ne vous conviennent pas et vous mettent, pour le coup, certainement en colère. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de tweet qu'il n'y a pas eu d'action. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de communication publique qu'il n'y a pas eu d'action. Et encore une fois, et pour le coup, je le dis très simplement, aujourd'hui, la protection de l'enfance, dans sa globalité et dans l'ensemble de ses actions, c'est la responsabilité qui est donnée à chacun des intervenants aujourd'hui qui ont un moyen et un levier. Les départements ont leur pleine et entière responsabilité, ils ont leurs compétences. Aujourd'hui, des mesures non exécutées suite à des décisions de justice, c'est parce qu'il y a très peu de pilotage et de coordination sur le nombre de mesures. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait, Madame Maxime. C'est passé. Mais c'est pas. Madame Maxime. Moi, pour le coup, je vous réponds, ce qui est fait et ce qui a vocation à être fait de manière systématique, c'est de travailler avec l'ADF puisqu'ils ont la compétence. Et donc avec Florence Dabin en premier lieu. C'est de travailler avec les départements qui le souhaitent. Et oui, Madame la Présidente, ça reste la responsable de l'ensemble du collège protection de l'enfance des départements de France qui ont cette compétence-là. De sécuriser le déploiement de santé protégée puisque c'est de la responsabilité de l'État. De sécuriser la scolarité des enfants qui sont aujourd'hui au sein de l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils sont plus déscolarisés que les autres. D'accompagner le soutien à la parentalité et donc de mobiliser les PMI sur la question de la prévention initiale, de réunir et de faire que la parole des enfants qui sont aujourd'hui soit au sein de l'aide sociale à l'enfance, soit qui en sortent, puisse être écoutée. Et là, pour le coup, vous pouvez demander aux associations et aux collectifs qui travaillent et qui se sont réunis a posteriori, demandez-leur si on travaille ensemble ou pas. Leur réponse, ce sera oui, parce qu'ils sont au rendez-vous. Et ce n'est pas pour autant qu'on fait des tweets, Madame la députée, c'est vrai.
Et donc, objectivement, ben oui, mais c'est ce que vous me reprochez. C'est pour le coup ce que je vous dis. Je vous dis, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées chacun dans sa responsabilité. La mobilisation qui est faite aujourd'hui et que je porte avec la ministre Vautrin de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts pour financer un certain nombre de loyers. Mais Madame, on laisse Madame la députée répondre, s'il vous plaît. Madame la députée, Madame la députée, est-ce que vous pouvez laisser la ministre Madame la députée, répondre, s'il vous plaît? C'est faux. Vous me posez une question, j'essaye d'y répondre. Attendez la réponse. D'y répondre aussi pour apporter un éclairage, pour le coup, au débat. La protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance en particulier, aujourd'hui, elle est prioritaire, elle est accompagnée, elle est même pilotée par la ministre Vautrin elle-même et en personne. Et c'est aussi pour ça que votre collègue Isabelle Santiago a même reconnu à Madame Vautrin d'être le vrai pilote dans l'avion et de mettre tout son poids dans la protection de l'enfance. C'est pour ça qu'une loi arrive, c'est pour ça que les décrets sortent, Madame Maximi. Donc moi, je suis, comme vous, désespérée de voir qu'il y a encore autant de violences et autant d'enfants qui subissent aujourd'hui de la prostitution et qu'on essaye de lutter, d'y répondre, de soutenir les associations qui font des maraudes physiques et numériques. Mais Madame la députée, pour le coup, moi je veux bien partager la colère, mais il faut reconnaître que chacun a un bout de levier. Et pour le coup, je reviens sur le sujet de la mobilisation de votre collègue. Bien sûr que la mobilisation, elle doit être collective. Donc, les collectivités, les départements, les associations, la responsabilité des parents, la responsabilité des deux parents qu'on peut engager et la prévention initiale. Et donc, c'est exactement ce que je fais. Maintenant, si vous attendez de moi juste un fil Twitter, Madame la députée, c'est vrai, je ne communique pas sur tout. C'est exactement ce que vous avez signifié au début de votre question. Mais pas du... On reste correct, s'il vous plaît. Bah, si, c'est nécessaire. C'est exactement ce que vous avez dit, Madame la députée. Madame la députée, pour le coup, la protection de l'enfance. Sur la protection de l'enfance. Vous m'avez posé la question, Madame, sur la question des jeunes majeurs. Et moi, j'ai noté, Madame la députée, les freins d'accès à la scolarité et les jeunes majeurs. Et pour le coup, sur les jeunes majeurs, Madame la députée, effectivement, aujourd'hui, on a... On laisse la ministre répondre, s'il vous plaît. Pour le coup, Madame la députée, sur la question des jeunes majeurs, c'était la partie sur quel accompagnement à la sortie de l'aide sociale à l'enfance et les freins. Il y a plusieurs freins qui ont été identifiés et certains sur lesquels il y a des travaux qui sont lancés. Un des premiers freins qu'on a identifié, c'est typiquement l'accès aux identités. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas de pièce d'identité à jour et c'est un frein à la scolarité. Nous avons identifié l'accès au logement. Nous avions identifié la fragilité et le manque de préparation de la sortie à partir de l'âge de 16 ans, qui est aujourd'hui une obligation légale, qui est aujourd'hui dans la loi Taquet, et c'est l'entretien sur le projet de l'enfant. Sur la question, pour le coup, a posteriori de la sortie, donc vraiment le statut de jeune majeur, aujourd'hui, il y a une inégalité de traitement en fonction des départements. L'ensemble des départements n'entendent pas la protection des jeunes majeurs de la même manière. Et donc, au sein de l'ADF, parce que c'est, encore une fois, eux qui ont la compétence opérationnelle. Enfin, je veux dire, il y a un moment, peut-être que l'Assemblée nationale posera la question de est-ce qu'il faut recentraliser, pas recentraliser. Mais moi, je peux vous dire quelle est la responsabilité de l'État et qu'est-ce qu'on y apporte comme réponse, quelle est la responsabilité des départements et comment on les accompagne, et quelle est, pour le coup, leur place. Et sur cette partie-là, qui est la responsabilité des jeunes, l'accompagnement des jeunes majeurs, on voit qu'elle n'est pas définie de la même manière, et donc l'accompagnement est inégal à la sortie. Un certain nombre proposent un accompagnement plutôt soutenu, qui passe par la formation, par un accompagnement financier et un accompagnement social. D'autres ne mettent pas en place encore, par exemple, les décrets sur le parrainage ou le mentorat, qui sont un des exemples. Et donc, les freins spécifiques, c'est quel soutien également aux associations comme l'ADAPEI pour permettre de garder un lien et pas de se retrouver pour le coup seul, quel accompagnement au logement, c'est une des plus grandes difficultés qu'on ait vues, et les travaux sur le statut du jeune majeur qui aujourd'hui sont portés par le groupe présidé par Madame Dabin et le GIP France Enfance Protégée.
Madame la députée Maître, puisque la question des moyens, vous me la posez très clairement, de manière très très opérationnelle. Aujourd'hui, le Haut Commissariat est au sein du ministère de la Santé, des Solidarités et du Travail, sous, pour le coup, le portage de la ministre Vautrin. J'ai en direct 6 conseillers, qui sont 7 conseillers, qui sont pour le coup rattachés en direct. Chacun est responsable d'une typologie d'acteurs, donc les élus, les associations, les ONG, le monde judiciaire, le monde de la santé, par exemple. Une qui est en responsable, par exemple, de la participation des enfants et de la parole des enfants. Et j'ai un soutien, une mise à disposition du ministère de l'Éducation nationale, d'une inspecteur de l'Éducation nationale qui permet en réalité de travailler sur l'interministérialité de manière plus forte, est attendu, et je l'ai dit à Madame la députée Piron, quelqu'un qui vient des Outre-mer et une personne qui va venir renforcer, qui vient également du ministère de la Justice et qui est un spécialiste des questions. Pourquoi ? Parce que cette interministérialité passe aussi par le fait que le Haut Commissariat ait des entrées et des échanges extrêmement directs avec ces ministères, et pour que le sujet de l'enfance se retrouve en réalité au cœur de l'ensemble des politiques publiques, et que le décret qui permet et qui donne vocation à coordonner ces politiques publiques soit pleinement mis en œuvre. D'autant plus que le ministre également des Affaires étrangères s'est engagé dans une démarche à renforcer les équipes, parce que nous avons, par exemple, dans quelques jours, la convention de Lanzarote sur les engagements de la France dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, ou encore la convention internationale des droits des enfants. Et donc, la place de la France dans ces engagements internationaux, leur suivi, et puis l'enjeu absolument essentiel de l'adoption internationale et des pratiques illégales qui ont eu lieu. Moi, ce que je vois au quotidien, Madame la députée, c'est la mobilisation, pour le coup, des ministères, en y voyant une opportunité réelle interministérielle et qui est stable dans la durée, ce qui permet que les travaux ne soient pas, en réalité, arrêtés par, pour le coup, une instabilité que nous connaissons, pour le coup, politique en ce moment, et que les travaux techniques et opérationnels perdurent avec des interlocuteurs qui voient dans la durée la capacité à enclencher et à tenir des engagements pris. Voilà, Madame la députée, les moyens, pour le coup, humains dont dispose le commissariat à l'enfance. Merci. Commissaire, est-ce qu'on a oublié quelqu'un ou est-ce qu'il y a une question subsidiaire ? Vous voyez que ça, c'est épidermique un peu comme sujet, hein. Ça touche au cœur de chacun. En tous les cas, merci pour vos interventions. On compte sur vous aussi, on sera auprès de vous pour accompagner effectivement toutes les difficultés liées à l'enfance et aussi cette nécessité de coordination et de transversalité de tous les sujets plutôt qu'un fonctionnement en silo où on voit bien qu'on a des trous dans la raquette à chaque fois qu'on ne peut pas mettre de lien entre les éléments qui sont nécessaires à la prise en charge des enfants, du plus petit jusqu'à la majorité et dans tous les secteurs de leurs activités. Donc merci à vous pour cette intervention et on reste disponible effectivement pour vous aider dans votre mission. Merci beaucoup. Merci.